Bonjour tout le monde. On va, comme je disais, pour celles et ceux qui ne sont pas animateurs ou animatrices ou qui ne sont pas des opérateurs, j'ai coupé votre micro et votre caméra. Mais pendant la présentation, vous pouvez poser des questions dans la petite boîte de dialogue questions-réponses ou dans conversation, mais dans questions-réponses, ça sera le mieux. De toute façon, on pourra peut-être faire quelques pauses, regarder s'il y a des questions. Il y aura un temps d'échange qui est prévu pour pouvoir aussi poser toutes vos questions, pour pouvoir discuter avec les opérateurs. Donc voilà. Donc ce webinaire est présenté pour savoir, pour vous présenter la boîte à outils Teranis et pour savoir un petit peu comment organiser un achat groupé de kits solaires photovoltaïques. Donc ce que je vais vous présenter pendant le webinaire, ça va être, pour commencer, un peu le contexte et les objectifs de cette boîte à outils. Le contenu de la boîte à outils et comme je disais, un temps d'échange. Alors le webinaire est enregistré, donc ça vous permettra de le regarder en replay et il sera disponible dans les ressources Taranis et il vous sera envoyé également. Le question, j'ai déjà spécifié que c'est dans la boîte à questions et quand même, chose importante, cette boîte à outils, elle peut être réalisée grâce au soutien du SDE 35 et au soutien de l'ADEME et de la région Bretagne. Alors, contexte et objectif de la boîte à outils. En fait, on a réalisé avec plusieurs acteurs et puis, dans le réseau Taranis et aussi avec d'autres acteurs comme les ALEC, qui avaient vraiment un engouement pour les kits solaires plug and play et forcément, quand il y a engouement, il y a possiblement, plein d'offres commerciales, plusieurs moyens d'accéder à ces kits solaires et il peut y avoir des arnaques. En tout cas, c'est un peu complexe d'avoir accès à un partenaire de confiance. Donc, à partir de ce contexte, il y a des initiatives citoyennes qui ont émergé sur les territoires et ces initiatives, en plus de permettre l'accès à des kits solaires, ont aussi été un moyen et sont un moyen de sensibiliser à la consommation énergétique pour les citoyens et les habitants. Donc ce qui rend ces kits, le fait qu'il y ait un vrai engouement, c'est parce qu'ils sont très accessibles. C'est un équipement prêt à l'usage, plug and play, ça veut dire brancher et utiliser. Donc cette accessibilité, voilà, il faut l'accompagner. Donc de quoi est composé un kit? Juste un petit rappel de la composition technique. Heu, c'est très simple, c'est un ou des panneaux photovoltaïques, un micro-onduleur, alors il peut y en avoir plusieurs s'il y a plusieurs panneaux, un câble de connexion de courant alternatif pour pouvoir, voilà, transformer le courant, en tout cas la production solaire qui sort des panneaux et un support pour poser, les panneaux. Alors ça peut être en option. Et un compteur d'énergie, là aussi, ça peut être en option. Mais c'est vraiment ces éléments de base qui sont en général, compris dans la plupart des kits. Pour faire un peu écho au contexte breton, on a 3 coopératives engagées auprès des collectifs citoyens, donc on les présentera après et en plus ils seront là pour les échanges. Donc ces collectifs, ces 3 coopératives qui ont accompagné des collectifs et des collectivités ont permis l'installation depuis 2023 de 2 300 kits environ, soit environ 1 mégawatt-crête de production solaire, via ces kits petit format. Il y a quand même 3 remarques importantes à prendre en compte. Hem, pour installer un kit solaire, plug and play, il faut respecter les normes électriques en vigueur d'une habitation et les normes électriques de ces kits. Il faut que l'installation soit déclarée auprès de gestionnaire de réseau, donc auprès d'Enedis. C'est gratuit, mais c'est nécessaire pour vérifier que, voilà, les kits sont conformes voilà, aux critères en vigueur en France et il est nécessaire de posséder un compteur Linky. C'est un peu une condition, indispensable pour pouvoir installer un kit solaire. Donc les objectifs de la boîte à outils, c'est vraiment de faciliter. Non, c'est pas normal Michel. Je suis vraiment désolée, je suis partie super vite et je vous ai pas j'ai pas partagé mon écran. C'était sûrement en conversation.
Bah oui, je partage mon écran. Bon, je vais recommencer au début sans vous présenter le sommaire. Alors, je partage mon écran. Tac. En plus, je l'avais fait juste avant avec Michel. Alors, est-ce que tout le monde voit? Je pense que oui. OK. Donc comme je vous avais, voilà, présenté le contexte, j'enchaîne avec les objectifs. Donc les objectifs de cette boîte, c'est tout simplement de faciliter le lancement d'un achat groupé. Donc avoir plus ou moins une méthodo, je l'ai mis entre guillemets, parce que, vous allez voir que c'est aussi, selon les situations, de territoire. Donc cette méthodo permet d'avoir les points clés des étapes d'un groupement d'achat. C'est aussi, les objectifs de cette boîte à outils, de valoriser les savoir-faire des coopératives et des collectifs qui sont déjà acteurs. Ces retours d'expérience nous ont permis de faire cette boîte et ça permet aussi de partager des ressources, dans une idée de bien commun. Les objectifs, c'est aussi de développer partout en France, parce que c'est une initiative qui est nationale, hein, mais de développer aussi en Bretagne, cet engouement et cette production d'achats groupés. Alors pourquoi un guide Terre à Nice? C'est vraiment pour comprendre l'intérêt des kits solaires PV, pour pouvoir mieux sensibiliser et accompagner les particuliers. C'est aussi de se positionner, comme je disais, en partenaire de confiance. C'est aussi, les objectifs de connaître les rôles de chacun, parce que vous allez voir que, voilà, il y a une certaine organisation entre les acteurs et de valoriser la démarche sur son territoire. Parce que c'est bien de valoriser aussi ce qui a été fait par une suite. Alors les 3 opérateurs, alors, ce sont les opérateurs sur lesquels, avec lesquels les collectifs citoyens, collaborent sur les territoires bretons. Hem, Taranis a l'habitude, voilà, de collaborer avec eux aussi. Il y a Solarcoop qui est une coopérative nationale, donc une SIC, mais qui est très présente, aujourd'hui avec Michel Olivier, qui est très présente en Bretagne. Il y a Cyrène, alors qui est une coopérative citoyenne qui est sur le pays de Rennes. Aujourd'hui, il y a Michel Janssen qui représente Cyrène. Et on a Kerouac, qui est une coopérative, où il y a une mutualisation entre plusieurs associations citoyennes bretonnes. Donc Michel Montfort est là aussi aujourd'hui. Donc si je dois rentrer dans les détails de chaque coopérative, Solarcoop, donc c'est une SIC, elle a la particularité d'accompagner aussi et conseiller les particuliers sur l'installation de panneaux solaires en toiture. Mais donc elle fait aussi des groupements d'achat, elle en a distribué plus de 1040 kits, depuis 2023 en Bretagne, plus de 500 kW installés et elle propose aussi une formation pour, les acteurs pour connaître le fonctionnement et les détails techniques d'un kit solaire plug and play. Cyrène est une coopérative qui est née de l'association Énergie en Pays de Rennes. Elle est assez connue parce qu'elle est engagée sur plusieurs et elle porte plusieurs projets, d'autoconsommation collective à Rennes. Il y a eu depuis 2023 960 kits distribués par cette, coopérative, soit environ 385 kWh installés. Et la particularité de Cyrène, c'est qu'il y a une vraie posture d'accompagnement à l'autonomie des collectifs citoyens dans l'organisation des groupements d'achat. L'idée, c'est vraiment d'accompagner, gratuitement les collectifs qui aimeraient, devenir autonomes, donc qui pourraient gérer de A à Z, un achat groupé. Kerouac, quant à elle, est donc une coopérative qui est créée en 2020, qui mutualise donc, les compétences entre 6 associations bretonnes. Alors je pense, mais Michel pourra peut-être nous le dire plus tard, que c'est représenté dans tous les départements bretons. Cette coopérative Oui, porte des projets, oui, c'est ça, Michel? Vous êtes sur tous les départements? oui, Ouais, OK. absolument, oui. Donc cette coopérative porte des projets ENR, citoyens en Bretagne. Elle a distribué 300 kits depuis 2023, soit environ 120 kW crête installés. Et là aussi, il y a une posture d'accompagnement, dans l'organisation, d'ateliers de montage de kits. Alors, le contenu de la boîte à outils, en fait, il y a 3 parties complémentaires.
Il y a une partie, en fait, la partie 1 et la partie 2 se retrouvent dans le guide que je vous montrerai à la fin. Ce guide présente d'abord une sorte de méthodologie à remodeler selon un peu les spécificités, particularités de votre territoire et à co-construire entre les partenaires, entre les acteurs. Cette méthodologie, elle est suivie ensuite d'un comparatif des 3 opérateurs parce que, alors il y a beaucoup de similitudes au niveau de l'éthique et de la posture des opérateurs, mais il y a quand même des différences, en particulier sur les équipements proposés, le matériel, le mode d'animation et le service après-vente. Donc c'est pour faciliter un petit peu une aide à la décision du choix vers quel opérateur on se tourne. Et enfin, en dehors de ce guide, il y a des ressources à consulter, donc des documents supports qui nous proviennent des différents acteurs qui ont pu s'engager sur des groupements d'achat. Alors, si on fait un focus sur le contenu de la boîte, sur la méthodologie qui est à remodeler ou à co-construire entre les partenaires. En fait, il va y avoir 5 points clés, 5 sections dans cette partie-là. D'abord, ce qui est important, c'est de recomprendre l'intérêt de ces kits, heu, pour vraiment donner du sens aussi à cet achat groupé. Donc l'intérêt, c'est vraiment le fait qu'ils soient accessibles et qu'ils permettent une sensibilisation aux consommations énergétiques et idéalement à la sobriété. C'est aussi de se questionner, voilà, quelles sont les raisons un peu de pourquoi organiser un groupement d'achat? Comme je l'ai dit, déjà au début, mais c'est vraiment de devenir un tiers de confiance aussi sur son territoire, ou en tout cas de donner la possibilité aux habitants, aux citoyens qui veulent, accéder à cet équipement de se sentir en confiance et d'avoir des infos transparentes sur, voilà, les données techniques, le dimensionnement et cetera, et ça permet aussi d'encourager les collaborations territoriales. Hem, il y a beaucoup de points qui sont abordés sur le portage du groupement d'achat, parce que lorsqu'on porte un groupement d'achat, il y a beaucoup de choses, beaucoup voilà, d'étapes clés à penser. Donc ça va être de, voilà, mobiliser, communiquer, organiser une réunion publique, anticiper, préparer la réception des kits, la distribution, l'animation des ateliers. Il y a vraiment 3 étapes clés, hein. C'est avant la période d'ouverture du groupement d'achat, pendant donc la réunion publique ensuite qui va lancer la période d'ouverture des commandes et après la clôture de la période d'ouverture de commandes, il y a tout un temps de, voilà, de réception des kits, de distribution et cetera. Donc là, je vous ai fait une petite capture d'écran, mais c'est un petit peu, voilà, le genre de tableau visuel sur lequel vous pouvez voir les 3 étapes clés et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut anticiper et qui le fait. Et la dernière section, c'est comment aller plus loin dans la démarche parce que, ça serait dommage, alors même si c'est déjà bien de se lancer dans un achat groupé, c'est dommage de s'arrêter là parce que souvent ça crée, en tout cas moi pour en avoir organisé 2, ça crée une dynamique, locale. Les gens sont quand même, intéressés à partager des choses. Donc idéalement réaliser déjà un premier bilan ou avec les participants, organiser aussi des défis. Alors là, c'est une autre ampleur, mais c'est tout à fait possible. Si on voilà, on peut aussi prendre modèle sur le défi famille énergie positive. Voilà, on peut organiser des choses sur son territoire, on peut aussi, faire le lien avec les collectifs, qui existent sur le territoire, qui développent des projets ENR citoyennes. Voilà, il y a plein de choses pour aller plus loin dans la démarche. C'est vraiment quelque chose qui peut être vu comme un tremplin de dynamique locale. Sur le comparatif, des 3 opérateurs. Alors on est allé sur un focus sur les éléments clés qui sont un petit peu, généraux et sur lesquels les 3 opérateurs, se positionnent. Donc ça va être, par exemple, sur la réunion publique de lancement, comment est-ce que chaque opérateur y répond? Sur le matériel et l'équipement proposé, sur l'organisation du groupement d'achat. Alors organisation, on s'entend que c'est surtout, comment est-ce que les personnes payent, les kits, enfin un peu les modalités administratives d'organisation. Comment s'organise la réception du matériel avec les 3 opérateurs? Comment s'organisent les animations et le service après-vente? Comme je l'ai dit plus tôt, il peut y avoir un quatrième opérateur, entre guillemets «opérateur», c'est, un collectif citoyen qui souhaiterait, tout organiser de A à Z. C'est tout à fait possible. Donc on l'a rajouté dans ce comparatif.
Donc, c'est tout à fait possible qu'un collectif et qu'une collectivité, voilà, se mettent ensemble pour organiser de A à Z sans forcément s'accompagner des trois opérateurs qu'on évoque là. Donc, pareil, je vous ai mis une capture d'écran, mais je vous montrerai le guide juste après de comment s'organise un petit peu ce comparatif visuel. Enfin, la dernière section, enfin la dernière partie de cette boîte à outils, ce sont les ressources à consulter. On les a classées selon voilà, différentes thématiques. Tout d'abord, les supports de communication. C'est un peu le nerf de la guerre. C'est vrai que mobiliser, communiquer, c'est très important. Euh, c'est bien dans ce cas-là, souvent, d'avoir le soutien de la collectivité et d'avoir accès à multiples supports de communication. Donc là, on a mis des exemples, j'en ai mis aussi à droite en image, mais d'avoir plusieurs exemples de supports de communication. Il y a aussi des exemples d'appels à manifestation d'intérêt, lorsqu'une collectivité souhaite, on va dire, lancer des démarches administratives euh, pour sélectionner, entre guillemets, un opérateur, elle peut passer par un AMI. Euh, des ressources qui sont mises à disposition par les opérateurs. Donc, ça peut être des guides de dimensionnement pour son kit, la déclaration Enedis, comment faire de A à Z. Ça peut être aussi d'avoir des infos techniques ou sur la sécurité électrique des kits plug and play. Et enfin, les ressources Taranis et des partenaires de Taranis. On a mis par exemple un bilan d'achat groupé qui a été réalisé sur la Comcom de Crozon. Une présentation des kits solaires plug and play à destination des agences locales de l'énergie et du climat. C'est aussi par exemple le guide d'autoconsommation des kits solaires plug and play qui a été édité et qui est très bien fait par Enerplan et le CER, donc le syndicat de l'énergie renouvelable et le syndicat de l'énergie solaire. Donc voilà, il y a plusieurs ressources qui servent vraiment de base à créer vous-même vos supports ou à s'en inspirer en tout cas. Donc voilà pour le contenu et les objectifs de la boîte. Je vais arrêter le partage pour vous présenter un petit peu la boîte et le guide. Donc, je vais inverser. Là, je vais vous présenter à quoi ressemble le guide. Alors, il sera vraiment finalisé, on va dire début de semaine prochaine. Mais ça sera juste des petits détails. Euh, donc, ce guide a, on va dire, 10 pages. Euh, le sommaire reprend exactement les parties dont je vous ai parlé, hein. L'intérêt pour organiser un groupement d'achat, le portage du groupement d'achat, les rôles de chacun, aller plus loin dans la démarche et le comparatif des opérateurs et les ressources. Donc, je vais faire défiler assez lentement. L'idée, c'était pas de vous lire aujourd'hui ce que contenait le guide, parce que ça n'aurait pas été très très intéressant. Euh, mais voilà, on a vraiment mis des 5-6 sections avec assez d'infos normalement voilà, pour que chaque acteur connaisse un petit peu son rôle et comment ils puissent travailler ensemble. Des infos essentielles pour organiser la réunion publique. Et puis ensuite, voilà, comme je vous disais, il y a un tableau qui précise un peu les rôles de chacun avant, pendant et après la période d'ouverture du groupement d'achat. La démarche aller plus loin pour valoriser ce qui a déjà été fait en dynamique locale. Et le comparatif, donc on représente les trois opérateurs, Breton, Solarcop, Sirène et Kerwatt. Là, le tableau comparatif de ce que chaque opérateur propose dans les différentes étapes, dans les équipements, dans l'organisation du groupement d'achat, dans l'animation, dans le service après-vente. Et enfin, la liste des ressources avec le document très important qui est le guide Kit PV, autoconsommation plug and play du CER et d'Enerplan. Et vraiment une très très bonne source, surtout pour les enjeux électriques, en tout cas la sécurité électrique d'une installation. Voilà, donc il y a beaucoup de ressources.
Et je vais vous montrer un dernier, et après on pourra discuter. Je vais vous montrer un dernier. Alors la boîte à outils, vous allez voir, c'est très simple. Pour l'instant, c'est un lien vers voilà, une sorte de boîte qui garde les différents documents et où sera aussi mis à disposition le guide complet une fois qu'il sera bien finalisé. Mais l'idée, c'est sûrement de le valoriser un peu mieux sur le site de Taranis ou sur le site d'Énergie Partagée. Donc, Énergie Partagée, qui est le réseau national des, euh, des projets citoyens d'énergie renouvelable. Donc voilà, comme je disais, il y a 5 thématiques de ressources: communication, AMI, exemple de présentation, ressources opérateurs et ressources Taranis et partenaires. Exemple de présentation, j'ai pas mis d'exemple dans le PowerPoint parce qu'il y en a beaucoup, puis c'est des PowerPoint, donc voilà. Mais ça peut être inspirant pour avoir un peu toutes les infos importantes d'une présentation en réunion publique. Et donc le guide Taranis qui sera ajouté à cette boîte, et donc qui est une boîte qui est ouverte à tous, pas forcément aux adhérents de Taranis pour l'instant. Donc à voir comment ça évolue. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Thomas, je ne sais pas si tu as répondu à des questions ou si j'ai pas du tout ouvert questions-réponses. Thomas, tu es là Oui, ou oui. pas? Ouais, Euh, il y a juste une question sur la possibilité de partager les liens vers le guide, mais tu viens d'y répondre ouais, pour la suite. ouais. Oui, Moi, je vais en profiter pour en poser une, alors, pour vas-y. initier un peu les questions. Hum, Ces groupements d'achat, est-ce que généralement ils sont à l'origine, qui est à l'initiative de ces groupements d'achat? Est-ce que ce sont les opérateurs? Est-ce que dans quelle mesure ça peut être des collectivités qui initient un groupement d'achat sur leur commune? Et du coup, comment est-ce que se fait la sélection d'un opérateur et la contractualisation ou la démarche, en tout cas l'initiative? Alors, moi, je peux parler des 2 groupements d'achat qui sont nés, que j'ai accompagnés et qui sont nés de collectifs citoyens. Alors, association ou regroupement de citoyens, même sans être une association. L'émergence peut vraiment venir d'une collaboration commune, voilà, qui existe déjà sur un territoire entre collectivités et citoyens. Moi, l'exemple que j'ai eu avec les citoyens en tant qu'animatrice Taranis, l'idée c'est de leur présenter justement ce comparatif entre les opérateurs, et c'était vraiment eux de décider jusqu'à quel point, enfin quel groupement d'achat ils voulaient mettre en place. Parce que vu que les opérateurs offrent des services différents, des équipements différents, etc., c'est vraiment les citoyens qui sont porteurs du projet, parce que c'est eux ensuite qui vont mobiliser, qui vont travailler sur la communication, qui vont animer, enfin voilà. C'est vraiment chaque groupe ou chaque porteur de projet doit définir un petit peu les ressources qu'il a en interne ou comment est-ce qu'il veut travailler ou quel type de groupement d'achat il veut mettre en place. Donc, il n'y a pas, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de groupement d'achat toujours identique. Il y en a, c'est vraiment différent selon le porteur de projet. Et après, pour le choix des opérateurs, ça c'est vraiment libre selon l'image qu'on se fait ou l'objectif qu'on donne du groupement d'achat qu'on va mettre en place. Après, peut-être que les 3 opérateurs veulent évoquer, eux, leur expérience, s'ils sont directement sollicités peut-être par des collectifs ou par des collectivités, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des collectivités qui sollicitent directement des opérateurs, non? Michel Montfort, il me semble que vous avez été sollicité par Lannion. Lannion, Châteauneuf-du-Fou et Penvénan récemment. Ok. Et comment ça se passe dans ce cas-là? Bah, ils savaient ce que l'on faisait, nous on les connaissait, on avait monté notre propre initiative avec une mairie qui acceptait de nous accompagner à Saint-Quay-Perros et Lannion, on avait des relations particulières avec l'adjoint.
l'adjoint en charge de la transition. Et donc, eux, ils ont préféré faire une AMI. On est passé par une AMI. Et à Penvenant, ils ont copié le modèle de Lannion. Ils ont fait une AMI aussi à Châteauneuf-du-Fou. C'est dans le cadre comment dire, de Breizalec et de l'ALEC, comment il s'appelle, Crest-Breizh, c'est ça, Centre-Bretagne, Ouais. où ils voulaient monter des collectifs sur certains territoires. Et le territoire Châteauneuf-du-Fou, et ben, ils ont fait appel à Kerouat pour les accompagner, pour monter ce groupement d'achat. Ok. Donc, il y a un peu toutes sortes de raisons pour lesquelles les collectivités se tournent vers nous. Ouais. Les autres, Michel, est-ce que vous êtes directement sollicité par des citoyens ou par des collectivités? Pour nous, c'est variable, oui. Soit on est sollicité par des collectivités en direct, qui nous demandent d'organiser ça au niveau de la commune. L'autre volet maintenant qui se développe depuis qu'on fait de l'ACC, c'est qu'on utilise aussi cet outil-là, entre guillemets, comme un outil de sensibilisation au projet d'ACC qu'on développe sur la commune. Et en général, les élus qui nous demandent, dans le cadre d'animation concret pédagogique, parce que non seulement l'ACC nécessite beaucoup d'explications auprès des citoyens, et une des façons de les faire rentrer un peu dans la dynamique, c'est d'organiser des ateliers comme ça. Parce que lors de ces ateliers, en fait, voilà, il y a beaucoup de discussions. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le volet pédagogique pendant les ateliers que de la vente de panneaux finalement. Et ça, c'est un formidable moyen d'entrer dedans pour les citoyens et de leur expliquer aussi qu'on va faire de l'ACC sur la commune, qui vont pouvoir acheter de l'électricité, qui vont pouvoir investir. On a beaucoup finalement, nous, qui prennent des kits et qui, du coup, de toute façon, ils deviennent adhérents de l'association obligatoirement. Ah oui. Hein, ça, chez nous, c'est obligatoire. Il faut être adhérent de l'association, parce qu'on veut qu'ils participent aussi à la gouvernance un peu de la sauce. On ne les oblige pas à prendre des parts, mais par contre, il y en a quand même pas mal qui prennent des parts sociales de la coopérative, du coup. Et ça nous permet d'avoir du financement aussi pour ces projets qu'on va développer sur leur commune, et sur lesquels ils vont pouvoir devenir consommateurs. Oui. Ok. Toi, Michel, Olivier, pour SolarCop? De notre côté, tout existe, hein. C'est vrai que c'est parfois on est sollicité, parfois on présente notre activité et du coup, on a une réaction en face. Ce que l'on aime bien faire dans la mesure du possible, c'est de travailler avec d'autres partenaires. Hein, quand on est face à une communauté de communes, c'est d'impliquer par exemple un projet citoyen. Je peux juste citer un exemple. On est en train de démarrer des choses avec Bretagne Romantique et avec le partenariat de Bretagne Romantique et des Survoltés. Ce qui est intéressant parce que ça permet de lancer plusieurs choses en même temps. L'accompagnement des particuliers qui veulent s'équiper d'une installation photovoltaïque et en même temps, lors de ces soirées, de pouvoir parler de projets collectifs. Oui, oui. C'est souvent ce qui se fait, c'est d'animer une réunion publique. On ne parle pas que des kits, mais on parle de tout ce qu'il y a autour de l'énergie citoyenne. On m'a demandé de partager un petit peu le comparatif entre les opérateurs. Hop, je vais ouvrir le bon document parce que j'avais ouvert ma présentation. Hop. Donc normalement, ça va s'afficher. Voilà, donc là, il y a le comparatif. Si on doit faire un petit focus, alors on ne va pas regarder forcément la dernière colonne. Mais sur la réunion publique de lancement, voilà, tous les collectifs, enfin tous les opérateurs peuvent être présents pour accompagner dans cette présentation du groupement d'achat. Au niveau de matériel et des équipements, ce qui change vraiment, c'est le nombre de panneaux qui peut être proposé dans un kit, les accessoires, voilà, routeurs ou les équipements un peu supplémentaires. C'est un peu une différence là-dessus sur le matériel. Les supports ou pas de support. Voilà. Il y a aussi voilà, des ateliers de création de supports qui peut être proposé par certains opérateurs. Au niveau de l'organisation de groupement d'achat, c'est un peu les moyens de paiement. Là, comme disait Michel Janssen de Sirène, il y a une adhésion qui est demandée. Tous les opérateurs ne demandent pas une adhésion.
Mais voilà, c'est pas, la posture est légèrement différente. On peut, à SolarCop, faire une commande en ligne, ce qui n'est pas possible avec les autres opérateurs. La période d'ouverture du compte d'achat, en général, c'est 4 semaines, 3-4 semaines, pour laisser le temps aux personnes d'étudier un peu mieux le dimensionnement, de se questionner. Pour la réception du matériel, c'est à peu près identique. Alors, le fait est qu'avec Sirène ou Kerowatt, il y a seulement un panneau, en général. Ça peut être 2, mais on est plutôt sur des kits, un panneau. Donc c'est vrai les commandes sont moins complexes à gérer. Elles ne sont pas nominatives comme avec SolarCop où il y a les supports, les panneaux, on peut poser en toiture, en façade, etc. Enfin, il y a, on va dire, une multiplicité d'offres sur SolarCop qui fait que la réception de la commande est nominative. Donc ça demande aussi un peu plus d'organisation pour distribuer et dispatcher. Ce qui fait la différence aussi, c'est l'animation. Donc avec Sirène et Kerowatt, il y a un atelier à la distribution des panneaux, un atelier de montage de kits, avec atelier de câblage, il peut y avoir une création de support de kits aussi. SolarCop, c'est plus le porteur de projet qui va vraiment être l'acteur de la distribution. Et c'est lui qui va décider s'il organise lui-même un montage de kit ou un atelier. Par contre, comme je disais, SolarCop propose une formation pour les collectifs ou les acteurs qui veulent une meilleure maîtrise technique et des accessoires proposés par SolarCop. Voilà, le service après-vente, c'est à peu près identique. Alors, c'est vrai que sur SolarCop, qui est une échelle nationale et qui gère pas mal de choses, il y a un service après-vente, donc il y a des personnes chargées du service après-vente au sein de SolarCop. Il y a même une ligne téléphonique qui est réservée. Sirène propose aussi de façon des réponses aux questions techniques et au suivi. Alors, vu que les commandes sont plus simples, en général, il n'y a pas vraiment besoin de service après-vente parce que les personnes, elles ont assisté à l'atelier de montage, elles ont compris un peu le fonctionnement de leur kit. Voilà. Pour Kerowatt, c'est un peu pareil, il n'y a pas de SAV parce qu'il n'y a en général pas de problème. Tout ce qui est contractualisation financière, c'est bien entre l'opérateur et la personne qui achète le kit. C'est pas forcément le collectif ou le porteur de projet qui gère ça. Voilà. C'est ça un peu les différences. Donc c'est vraiment au niveau des équipements, au niveau de l'animation, on va dire, et au niveau du SAV. Voilà. J'ai vu qu'il y avait peut-être d'autres questions. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à écrire pour que je vous ouvre le micro. Alors, il y avait une question sur je ne connaissais pas les AMI, mais Thomas, tu as répondu, je pense. Ouais, il y a plusieurs exemples, il y a 2 exemples. En sachant qu'on s'est posé la question avec le SDE 35 s'il y avait vraiment une obligation juridique de faire un AMI. C'est pas sûr. Je ne sais pas toi, Michel, si il y a une obligation juridique lorsqu'une collectivité doit sélectionner un opérateur. Parce qu'en général, on est quand même en dessous de 40 000 € de prestations. Donc, je ne sais pas. Comment ça s'est fait que la collectivité a fait un AMI à Lannion? Tu dis 40 000 €, non, on va monter au-dessus. Hein. Nous, on a vendu, Ah ouais, vous êtes au-dessus. on va vendre une centaine de panneaux à un prix moyen Ah de oui, 450 €. oui, on est un Non, peu au-dessus. et puis en plus, c'est une convention qu'on a passée sur 1 an. Et la mairie de Lannion, ils sont très procéduriers et ils veulent absolument tout cadrer. Et figurez-vous qu'on a eu des concurrents. On n'était pas les seuls à répondre. Ok, Et c'est le prix qui a fait la différence. ok, Sinon, on n'était pas sélectionnés. ok, ok, ok. Bon. Michel Janssen, Sirène, tu voulais intervenir? Oui, c'était par rapport à ici, juste pour les AMI, sur les AMI, nous, on n'en a pas. En fait, nous, les communes, quand elles nous demandent d'intervenir, c'est simplement, elles nous demandent si on peut organiser
un atelier. Donc, en fait, elles n'interviennent pas dans l'organisation. Donc, elles ne peuvent pas. C'est nous qui l'organisons sur la commune. La commune nous met juste à disposition un local pour le faire. Et on n'a encore jamais passé par le principe d'AMI. Et pourtant, on a déjà dépassé les 40 000. Après, l'AMI, c'est juste pour rassurer. Enfin, à mon avis, c'est surtout parce que ça rassure certains élus. Au contraire, ben, comme dit Michel ici, il peut y avoir d'autres opérateurs. Et apparemment, il y en a de plus en plus hein, qui peuvent répondre. Donc, effectivement, ils ne veulent pas être taxés de pouvoir avoir fait du favoritisme, à mon avis. Donc, je voulais revenir sur la comparaison, parce qu'il y a un point dans le tableau comparatif qui me semble très, très important, qui n'est pas abordé, moi, qui me tient beaucoup à cœur, c'est la question financière. Et la question financière, elle n'est pas du tout abordée dans ce tableau, et à mon avis, elle manque. Ben, on ne voulait pas forcément afficher de tarifs, parce que déjà... Non, c'est pas la question du tarif, c'est à qui va la marge. Voilà, Oui. L'important, il est là. Aujourd'hui, effectivement, nous, on a vraiment des modèles entre Kerouac, Sirène et SolarCop, c'est deux modèles totalement différents. En gros, avec SolarCop, on rajoute un intermédiaire. Avec les deux autres, on n'a pas d'intermédiaire. Et moi, je pousse pour les sociétés citoyennes, en tout cas, je pousse beaucoup à ce que les sociétés citoyennes fassent elles-mêmes. Aujourd'hui, et je reviens par rapport à ce qu'on évoquait juste un peu avant le webinaire. Aujourd'hui, il faut qu'on professionnalise nos sociétés citoyennes, il faut qu'on dégage de l'argent pour pouvoir payer du temps de travail. C'est normal, tout ne peut plus être basé que sur du bénévolat. Et pour dégager du temps de travail, les panneaux en plug and play, c'est une formidable occasion de pouvoir le faire. Et vraiment, c'est pour ça que j'incite les sociétés citoyennes à faire par eux-mêmes. Alors je sais qu'il y en a qui... Effectivement, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir une association qui me le demande. Et dans ce cas-là, je renvoie vers SolarCop, parce que SolarCop est parfait pour faire ça. Avec une association ne va pas pouvoir le faire. Mais pour une société citoyenne, il faut vraiment que les sociétés citoyennes, à la limite, le premier le faire, et puis après se mettre elles-mêmes à le faire pour pouvoir... Juste pour donner une idée, aujourd'hui, Sirène, comment on fonctionne, on a 2 salariés à temps partiel. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour faire très rapide, on est 2 salariés à temps partiel. Là, au dernier exercice comptable, aujourd'hui, on gagne plus d'argent avec les kits en plug and play qu'avec la revente d'électricité par ACC. Et c'est ça qui nous permet de payer les deux personnes. Donc Vincent, qui est le président, et moi-même, on est à temps partiel. On est pour l'instant à 1,3 ETP. Et on va passer assez rapidement à 1,5 ETP, on ne sait pas encore quand, mais on aurait pu déjà le décider. Et c'est les panneaux en plug and play, c'est un formidable outil. Juste pour donner, en toute transparence, nous sur un kit plug and play, on touche en hors taxe 150 €. 150 € qui est du bénéfice, qui est de l'argent qui va revenir au sein de la société directement et qui va permettre de pouvoir payer. Donc faites le calcul, pour un ETP, il faut 38 à 40 000 €. Vous faites le nombre de panneaux qu'il faut vendre. Ce n'est pas du tout abominable pour une société citoyenne, pour dégager un ETP, de le faire, en tout cas au début, pour amorcer le processus, de le faire par la mise en place d'ateliers en plug and play. Voilà. Donc c'est au niveau du modèle économique, je crois qu'il est vraiment très très différent. Voilà, moi je passe beaucoup de temps aujourd'hui, je vais aller faire des démonstrations d'ateliers en Île-de-France et tout ça pour essayer d'inciter en société citoyenne, parce que beaucoup, quand on discute avec elles se disent mais comment est-ce que vous arrivez à salarier quelqu'un pour s'occuper des projets? Il faut trouver plein d'astuces. On ne le fera pas juste avec la revente de notre électricité en ACC. Pour dégager un ETP en ACC, il faut avoir une production d'à peu près 1,6 méga, 1,7 méga. Donc avant d'arriver à 1,6 méga, 1,7 méga en ACC, pour dégager suffisamment pour un ETP, il faut déjà en vendre. Donc en attendant de monter en puissance, il faut trouver des moyens d'avoir une rémunération, quoi. Donc voilà, je tenais à souligner ça parce que pour les collectifs citoyens, ça me semble assez important. C'est une des façons de pouvoir répondre à la question du salariat et pour pérenniser en tout cas. Et le salariat dans ce cas-là, pour pérenniser aussi le bénévolat, parce qu'on se pose souvent la question, ouais, mais si on a des salariés, du coup, les bénévoles, ils vont être moins mobilisés. Non, on est sur des modèles aujourd'hui, il faut du salariat. Malgré tout, parce qu'on est sur des projets à beaucoup plus long terme. Voilà. Ah oui, non mais tu as raison. C'est abordé dans le point 2, pourquoi organiser un groupement d'achat. Mais c'est vrai qu'on l'a pas développé. On l'avait développé peut-être en première version, mais on va peut-être s'interroger d'ici lundi à réintégrer ce volet-là. Pourquoi pas. Mais oui. Pas de nouvelles questions Non, par ailleurs dans la conversation. non, non, non.
Bon, bah, soit c'est que c'était très complet. Non, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Ah, oui. Yann, Yann. je vais vous ouvrir le micro. Normalement, vous pouvez parler, Yann Dugenais. Merci beaucoup. Donc Yann, Codev Triskel Citoyen. Dans la partie communication, mobilisation des citoyens, est-ce que le soutien des collectivités locales est un facteur de succès pour que ce soit la communication, éventuellement qu'ils soient au courant de ce groupement d'achat et qu'ils le facilitent et l'encouragent, en fait? Alors, il y a plusieurs animateurs, Taranis présents aujourd'hui, il y a les opérateurs. Moi, je peux vous donner mon avis là-dessus. Clairement, c'est un gros avantage, de mon avis. À titre d'exemple, le dernier groupement d'achat qu'on a organisé, la Taranis Énergence, donc l'ALEC de Pays de Brest, avec les citoyens du climat de la Comcom de Crozon et avec la Comcom de Crozon, on a pu avoir le soutien de la chargée de communication de la Comcom, donc passer par le magazine qui est énormément lu sur le territoire de Crozon, passer sur les réseaux sociaux de la Comcom, les outils de communication de l'Agence locale de l'énergie du climat, sur voilà, des communiqués de presse qui ont été relayés par les journaux. C'est aussi l'appui logistique, clairement, d'une collectivité qui peut prêter des salles pour animer ses réunions publiques, pour des hangars pour réceptionner les kits, etc. Donc, à titre d'exemple, à la Comcom de Crozon, on a eu 125 personnes à la réunion publique et 180 personnes lors de la réunion spécifique pour les kits solaires. Et je pense que voilà, ça a été possible parce qu'il y a eu un vrai soutien et un engagement de la collectivité via ces réseaux de communication et via l'accessibilité à des bâtiments et à des locaux, quoi. Je ne sais pas si les autres animateurs, Thomas, Bruno ou les opérateurs, vous voyez une différence quand il y a un soutien ou pas? Je viens dire 2 mots, oui, il n'y a pas photo, hein. Dès qu'on est soutenu par une collectivité locale, effectivement, pour les raisons que Diane, c'est-à-dire les moyens de communication d'une part, et un petit peu les infrastructures d'autre part, notamment pour organiser les ateliers ou le dépôt des kits, c'est extrêmement favorable. Oui, Michel, Janssen? Alors oui, je suis tout à fait de même avis que ce que Michel vient d'évoquer. Donc c'est un partenaire très très intéressant et qui a une caution en plus, hein, qui est une caution aussi qui est intéressante. Et d'autant plus, et nous on essaie d'aller plus loin avec elle, parce que moi ce que j'ai toujours regretté, c'est que ces panneaux en autoconsommation directe, juste pour la petite histoire, moi je travaille sur ces panneaux en plug and play depuis 2017. Hein. Donc en fait, à l'époque, on n'en parlait pas encore du tout, nulle part. Hein. Toutes les structures existantes aujourd'hui n'existaient pas. Alors, je ne vais pas inventer l'idée. Hein. Moi, je l'ai recopié sur une coopérative suisse que j'avais eu l'occasion de pouvoir lire des choses à l'époque. Et j'ai essayé de la travailler au niveau de la Comcom où je travaillais avant pour développer cette structure-là. Quand on voit les talents de consommation aujourd'hui sur du patrimoine de collectivité, il y a de quoi mettre des panneaux. Et j'ai jamais réussi. C'est pour ça qu'on l'a développé au niveau d'énergie du Pays de Rennes et finalement au niveau de Sirène. Mais au départ, je voulais simplement le développer au niveau de la collectivité. Et aujourd'hui, il y a un potentiel en collectivité. Et nous, en travaillant avec les communes comme ça pour organiser ces ateliers-là dans les communes, on travaille maintenant avec plusieurs communes, en tout cas du pays. On travaille pour essayer justement de les aider et via les services techniques à développer ces formules-là sur leur propre patrimoine. Et donc, c'est d'essayer aussi de faire en sorte que, parce que c'est quand même l'électricité la moins chère qu'ils auront. Hein. Donc, de toute façon, c'est qu'ils essaient de le développer. On travaille à la fois avec les collectivités et maintenant, on a commencé aussi à travailler avec plusieurs écoles privées. Parce que tout le monde est en recherche, de toute façon, de faire des économies. Et c'est aussi un peu notre rôle de société citoyenne de pouvoir les accompagner à développer ces structures-là, de communiquer auprès d'eux et puis de les aider à monter et à faire des ateliers pour pouvoir implémenter cette solution-là, en tout cas aux collectivités. Donc la collectivité est un bon relais, mais on peut aussi l'aider à aller plus loin. Parce que Yann, je ne sais pas si vous êtes toujours là, vous avez un projet Oui, peut-être parce qu'en fait, au niveau du CODEV, on a des
des différents groupes de travail et donc un groupe de travail énergie. Et on travaille avec eux justement pour essayer d'avoir un relais local d'énergie citoyenne. Et je me dis que le groupement d'achat, avec leur appui, ça peut donner comme vous l'avez exprimé, hein, Michel Janssen et les autres, sur le fait que ça puisse donner aussi une impulsion pour aller vers des énergies citoyennes, notamment sur des bâtiments publics, en fait. Mhm. J'avais une question également sur l'aspect sécurité. Est-ce que vous pouvez en dire un mot ou deux? Est-ce qu'il y a un risque quelconque? Parce que c'était mentionné dans le début de votre présentation, l'aspect sécurité. Oui, alors ce n'est pas ma spécialité, mais je sais que les installations électriques d'une habitation ne sont pas forcément équipées ou en tout cas dimensionnées pour recevoir un branchement d'un nombre, on va dire, normalement supérieur à 2 panneaux par prise. C'est en tout cas les recommandations du guide du CER et d'Enerplan et les recommandations électriques d'installation de kits. Donc ça, c'est vraiment à garder en tête de ne pas dépasser 900 watts crête de panneaux solaires ou 900 ou 1000 par prise pluguée de kit solaire. Mais après, peut-être que quelqu'un qui est spécialiste vraiment sur l'électricité peut en dire plus. Alors Je moi, sais pas. je ne Vas-y. suis pas un spécialiste spécialement, mais c'est une des raisons qui fait que nous, on limite un panneau par personne, par foyer. Alors après, c'est notre limitation. Maintenant, la personne peut aller se fournir d'un autre panneau ou de 2 autres panneaux ailleurs dans une autre structure. Mais ça, c'est de sa responsabilité. Pour ce qui concerne notre responsabilité, on fournit un seul panneau, exceptionnellement 2. Mais je veux dire, c'est exceptionnel parce qu'effectivement, on ne sait pas comment est le circuit électrique, si c'est un circuit électrique qui a été fait par un professionnel, si c'est un circuit électrique qui a été fait par un autoconstructeur à une époque, on ne connaît pas le dimensionnement des câbles, on ne connaît pas. Et surtout, ce qu'on a remarqué, c'est qu'avec un seul panneau, en fait, ça correspond à une bonne utilisation pour la plupart des foyers, en connaissant un talon de consommation moyen d'un foyer français, à part des usages particuliers, évidemment, qui pourraient nécessiter plus de panneaux, mais ça correspond assez bien à un panneau. Et donc, nous, on le limite, c'est pour notamment une question de sécurité. On limite un panneau pour ça. Parce que c'est plus facile, évidemment, si on avait un seul client qui nous en prend 3, effectivement, ça fait 3 kits vendus, donc on peut se dire que c'est intéressant, mais voilà, d'un point de vue sécurité, comme on ne va pas nous l'installer chez le client, on ne sait pas comment est son installation. C'est vrai. Et j'ai eu l'occasion, par contre, d'aller un jour chez une personne qui avait 4 panneaux, et 4 panneaux branchés sur la même prise. Et c'est complètement suicidaire. Enfin, moi, je lui ai conseillé d'absolument changer son système, et à la limite de tirer une ligne dédiée depuis son tableau électrique. Mais c'est totalement suicidaire de faire ça, quoi. Et donc là, comme il n'y a pas de vérification, parce qu'on ne va pas installer chez le client, je crois qu'il faut vraiment limiter au départ, en tout cas pour se prémunir de ces soucis-là. En tout cas, moi, j'avais ça en tête, quoi. Pas plus de 900 watts. C'est les 2 panneaux qui sont conseillés par l'étude, hein, effectivement. Oui, c'est ça. Michel, Olivier, pour SolarCop? Nous, on a des cas où on propose plus que 2 panneaux, effectivement. On propose jusque 4 panneaux dans les kits. Mais effectivement, vous pouvez regarder dans la page documents, on a décliné tout ce qui. Il y a une norme qui s'appelle la C1500, qui est la norme électrique, la norme de sécurité électrique. Donc, il y a un document qui est dans notre page document, qui s'appelle une notice de sécurité électrique, qui explique ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Et notamment, effectivement, au-delà de 2 panneaux, au-delà de 900 watts, on recommande d'aller directement sur un disjoncteur d'extension au tableau électrique. Ouais. Je pense que je l'ai ajouté, cette notice, dans les ressources. Je vois que Christophe Viau est en train d'écrire. Est-ce que vous voulez que je vous ouvre le micro? C'est plus simple, je vais ouvrir. C'était pour vous remercier. Ah, ok. Merci beaucoup, c'était très instructif. Je fais partie du groupe, du collectif What the Fulk au sud de Ille-et-Vilaine. Oui, oui. Et je suis assez nouveau dans ce domaine, donc je m'instruis et j'apprends beaucoup. En relais local Terre à Nice, il y a Lise Castelier. Oui, tout à fait. Voilà, vous pouvez vous rapprocher d'elle sans souci. Oui,
Oui, je travaille avec elle au sein du collectif. D'accord. Ok. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est vrai que la question électrique, la question de la rémunération, c'est vrai que c'était un point important, ça aussi. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. Je crois qu'il y a des personnes qui ont des rendez-vous à 14h en plus, donc eh ben, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne après-midi.